Une femme célèbre ou anonyme, une histoire. Parole de femme, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. Parole de femme. Ici, elles mènent leur vie comme elles l'entendent et elles assument tout. Curieuses, audacieuses, courageuses et passionnées. Elles explorent au quotidien le monde qui les entoure et sont venues partager leurs passions, leurs professions, leurs épreuves. Elles se confient au micro de Clémence de Bernis en toute intimité sur leur accomplissement professionnel, leurs victoires comme leurs doutes. Parole de femme, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. Skoda. Emilia Dobrev, l'audace coule dans vos veines. Vous ne connaissez pas la demi-mesure. Dès 5 ans, vous vous jetez corps et âme dans la gymnastique, le regard fixé sur un seul horizon, les Jeux Olympiques. Vous vous entraînez sans relâche, prête à tout pour atteindre vos rêves, jusqu'à ce qu'une blessure fasse s'écrouler le château de cartes. Mais vous faites face. Repartir d'une copie blanche, vous savez faire. Une enfance compliquée avec un passage en foyer et en famille d'accueil, une émancipation à 15 ans, des cicatrices, des traumatismes, mais jamais d'auto-apitoiement. Votre force, c'est de vous relever encore et encore. À 25 ans, c'est une rencontre qui change tout et vous emmène là où on ne vous attend pas, la moto sur circuit. Avec un master en sciences politiques et une licence en langues étrangères en poche, vous entamez donc une seconde vie autour d'une nouvelle passion, cette fois au rythme des moteurs, sur un terrain dominé encore par les hommes. Vous vous y imposez avec humilité et détermination, gagnant peu à peu le respect de vos pairs. Aujourd'hui, vous êtes plus qu'une simple pilote, championne de France Rookie 2024. Vous êtes une influenceuse moto reconnue. Vous êtes mannequin, mais également auteur d'un livre technique sur l'apparence vestimentaire dans nos relations sociales et politiques au XXIe siècle. Et enfin, vous êtes consultante en cybersécurité. Vous incarnez une fonceuse moderne, une pistarde décomplexée, un modèle d'audace et de résilience. Bonjour Emilia. Bonjour Clémence. Avant de parler de votre passion pour la moto, on va commencer par parler de votre enfance qui a été chaotique et qui a forgé la femme que vous êtes aujourd'hui. Vous pouvez nous raconter cette période de votre vie ? Il n'y a pas de bons ou de mauvais parents. Mes parents sont très bons parents, mais je pense que je suis arrivée un peu tôt. Ma mère était parfois un petit peu avec ses traumatismes, elle, d'enfance aussi. On perpétue de génération en génération les mêmes traumas, les mêmes blessures, et qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne briser cette chaîne et qui vienne justement casser en fait ce cycle générationnel. Et ma mère reproduisait peut-être un peu les mêmes erreurs qu'elle a vécues et que sa mère avait dû vivre, etc. Pour moi, ça s'est conclu par un petit passage en foyer, en famille d'accueil, jusqu'à ce qu'on se rende compte que j'avais la maturité nécessaire pour vivre seule. Le foyer, pour moi, c'était pas une solution parce que j'étais intello, j'aimais l'école, j'avais pas du tout le profil de l'endroit et ça allait plus me casser que me construire. Donc, on a préféré m'émanciper. J'ai fini par prendre un appartement. Donc là, j'ai commencé à faire un bac professionnel parce que forcément, il me fallait un salaire pour pouvoir payer un peu les trucs de la vie de tous les jours. Maintenant, mes parents m'ont soutenu financièrement quand même, c'est-à-dire qu'ils payaient mon loyer, etc. Mais vivre ensemble, c'était juste pas possible. J'ai fait mon bac professionnel, j'ai travaillé au musée de l'eau. Et quand j'ai dit à mon père, papa, je vais faire réceptionniste dans un musée, il m'a dit, mais c'est hors de question. T'as trop de potentiel, tu vas à la fac. J'étais pas mauvaise en langue, je parlais déjà espagnol. J'ai dit, allez, let's go, langue étrangère appliquée. J'ai redoublé ma première année. Gros échec. C'était improbable pour moi. Et là, on m'a parlé de ce qu'on appelle les Erasmus. Il y avait la possibilité de faire 1 an au Mexique. Je pouvais pas passer à côté de ça, donc en fait, je suis passée de je redouble, je suis le maillon faible à major promo. Et j'ai fait 1 an et demi au Mexique. Je suis rentrée et je me suis lancée dans la science politique parce que le Mexique, c'est un contexte politique qui est très tendu. Et puis, de fil en aiguille, j'ai fait mon master de sciences politiques. J'ai publié mon mémoire de recherche qui traite du vêtement dans les relations sociales et politiques. Et j'ai eu une possibilité qui s'est ouverte dans la cyber. On m'a chassée sur LinkedIn et j'ai dit, allez, let's go. Et ça fait 5 ans que je fais ça. Petite, vous vous voyez plutôt au JO que derrière un bureau. Et justement, comment est arrivée la gym dans votre vie ? Quand on habite à la campagne, on prend un peu les sports qui sont pas loin. Donc, on n'a pas toutes les opportunités qu'on a quand on vit à Paris. Et il y avait la gym à côté avec un très bon club. Donc, mes parents m'ont inscrit à la gym. J'ai trouvé ça génial. Enfin, la gym a un côté performance et surtout, on a l'impression qu'on peut voler. On a l'impression que le corps est sans limite quand on fait de la gym. On se rend compte qu'un corps, c'est capable de tout, en fait. Ça permet de se situer dans l'espace-temps. J'ai accroché immédiatement et du coup, j'en ai fait tout de suite beaucoup. Avec très rapidement les JO en ligne de mire ? Mais moi, j'étais pas douée, donc j'ai beaucoup travaillé. Et j'étais sûre qu'en travaillant, on pouvait pallier au manque de talent. Quand tout s'écroule et que vous vous blessez, c'est dans une compétition ? Non, c'est un entraînement. En fait, je fais un salto sur la poutre et je retombe sur le dos. Là, c'est 3 mois de pleurs. C'est qu'est-ce que je vais faire de ma vie ?
à quoi je sers, quel est mon but, qui je suis en dehors de la gym. Je sais pas ce que j'aime faire, j'ai jamais fait autre chose. Vous aviez un autre objectif ? Je me suis un petit peu dit que les études, ça serait quelque chose que je réussirais. Et je me suis vachement penchée sur moi et soigner mes traumas. En fait, devenir complète. C'était quoi vos traumas ? Je pense que j'avais une grosse peur de l'abandon. J'avais peur qu'on me rejette. J'ai des gros problèmes avec l'injustice et ça, je suis encore en train d'essayer de le soigner. J'avais besoin qu'on m'aime. Quand quelqu'un m'aimait pas, je me disais mais pourquoi ? Enfin, qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Je le connais même pas. J'étais vachement centrée sur le regard des autres, beaucoup d'ego. Je me posais la question il y a 2 jours, combien de personnes sont mortes à cause de l'ego ? Parce que j'étais en moto dans Paris et il y a un mec qui a commencé à me chauffer un petit peu, à vouloir faire la course et tout. Et j'ai accéléré par ego. Et là, j'ai coupé l'accélérateur. Wow, stop, qu'est-ce que t'es en train de faire ? Combien ont accéléré par ego et sont mortes ? Ou combien ont sauté d'une falaise parce qu'on leur a dit non mais t'y arriveras pas ? Et je me suis dit mais l'ego, c'est le plus gros fléau de l'homme. Et la compétition, c'est pas forcément la solution pour l'ego ? C'est pas la solution, mais après on peut le faire différemment. Avant, je voyais la compétition avec les autres. Maintenant, ce qui m'importe, c'est d'être meilleur que moi à chaque course. D'être à une meilleure place qu'à ma course d'avant. L'autre, il peut freiner où il veut. Si moi, mon cerveau, il me permet pas de le faire parce qu'il a peur, c'est avec moi que le combat, il va avoir lieu. Et justement, la moto m'a confrontée à tout ce que je déteste chez l'être humain. L'ego, la compétition, le concours de qui est la plus grosse, le jugement des autres, la beaufrie. Du coup, ça m'oblige à travailler encore plus sur moi parce que faut prendre sur soi, faut dire ok, pas de soucis, merci pour les conseils. Ça continue de me faire travailler. On commence à parler de la moto, mais elle est rentrée de manière assez étonnante dans votre vie. Vous pouvez nous raconter comment vous avez découvert la moto sur circuit ? Il y avait un garçon, il s'appelait Max. Je le trouvais trop bien. Et puis un jour, je lui ai dit, ouais, tu fais quoi ? Et tout, il a dit, je fais de la moto sur circuit à Manicourt, tel week-end. Et j'ai dit, je peux venir ? Elle m'a dit, tu fais de la moto sur circuit ? J'ai dit, oui. Mais en fait, non. J'ai menti, en fait. Et du coup, j'ai acheté une moto, j'ai acheté un équipement, j'ai tout acheté. J'y suis allée. J'avais archi peur parce que c'est quand même du circuit quoi. Enfin, moi j'étais pas une pilote. Je faisais de la moto sur la route, mais dans les limitations de vitesse. Et j'y suis allée. Et en fait, pour limiter les frais, on avait pris 2 chambres avec nos amis. Moi, quand je suis arrivée, j'ai rapproché les lits de la chambre. Et j'ai fait comme si c'était déjà comme ça. Et puis en fait, on s'est mis ensemble pendant ce week-end-là. Et on est restés 1 an et demi ensemble. Et lui est plus là. Mais il m'a apporté cette passion dans ma vie et ça, je lui serai éternellement reconnaissante parce qu'il m'a vraiment emmenée à quelque chose dans lequel je me sens complète. Pour lui, j'étais prête à acheter une moto, parce que vraiment, je pensais pas que j'aurais les coucougnettes de faire ça, quoi. C'était un truc de fou. En plus, il m'a fait galérer quand même. On s'est mis ensemble, mais quand même, il était fermé et tout. Je dis, oh là là, si ça te suffit pas, quoi. Enfin, je suis allée prendre 200 km/h dans une ligne droite pour toi, quand même. Vous disiez que la moto représentait tout ce que vous n'aimiez pas. Comment, finalement, c'est devenu une passion ? Ça représentait tout ce que j'aimais pas, donc ça me confrontait à quelque chose. Moi, j'adore, quand j'ai un problème, aller le confronter, ce problème. Mais par contre, quand moi, j'étais sur ma moto, toute seule, et que je fermais la visière et que je partais rouler, et cette capacité que je trouvais en moi de dépasser ma peur, que je pensais pas avoir, ça m'a fait vraiment accrocher directement. Et je pense que l'adrénaline aussi, c'est clairement une drogue et que quand on en a un petit peu, puis un petit peu, puis un petit peu, on en veut toujours plus. Ça fait 3 semaines que j'ai pas fait un truc qui me donne de l'adrénaline. Je suis comme une dingue d'aller faire un saut en parachute ou un truc comme ça. Vous venez donc de la gym où on redoute la blessure et là, vous êtes dans un sport extrême où la blessure est possible à chaque départ. Comment vous avez vécu ça ? Ça vous plaisait justement ? Moi, je parle de Simone Biles parce que pour moi, c'est la plus grande athlète de tous les temps. Simone a changé le monde du sport en faisant en sorte que ce soit normal de dire stop quand le corps il peut plus continuer. Moi, quand je faisais de la gym, même blessée, et il fallait faire avec le sourire et rien montrer. Les mentalités ont changé vis-à-vis de ça. C'est plus facile de dire ok, je suis blessée, mais je prends du temps pour me reposer, pour me remettre, et je reviendrai plus forte. Avant, même blessée, il fallait aller concourir. Maintenant, on peut se retirer, et c'est pas mal vu. Si j'ai mal, si j'ai pas envie, j'irai pas. Le problème, c'est que vu que moi, je viens de l'ancienne génération, j'ai été habituée à même quand on a mal, on y va, donc j'y vais quand même. Parce que vous vous êtes lancé dans la moto sur circuit il y a 3 ans, à 25 ans, donc assez tardivement. Très tard. Moi, on m'a toujours appris que pour être bon dans un sport, fallait commencer jeune. Je me suis dit que j'allais pas être douée, et en fait, petit à petit, on se rend compte que je suis pas si nulle.
et qu'avec du travail, on peut pallier au manque de talent, au pire des cas. Ça, c'est vraiment ce que je dis tout le temps aux gens. Mais c'est vrai que c'est bien d'avoir un petit quelque chose, parce qu'en moto, il faut quand même cette capacité à pas avoir peur de foncer, il faut pas avoir peur de se faire mal. Maintenant, je me dis, au pire, si je me blesse trop et que je peux plus faire de moto, je ferai autre chose. Parce que maintenant, j'ai compris que j'étais capable de me réinventer. Donc, je mise plus tout sur une chose en me disant, sinon, je suis foutue. J'ai plein de passions. S'il y en a une qui s'arrête, maintenant, j'ai compris aussi que la vie, elle est cyclique et qu'il y a des choses qui doivent s'arrêter de temps en temps et d'autres qui reprendront. Je suis très contente de m'être blessée en gym parce que sinon, j'aurais jamais fait de moto. Quand vous décidez que vous allez axer votre vie autour de la moto, vous devez tout réorganiser, votre hygiène de vie, l'entraînement, créer un staff. Comment ça se passe à partir de ce moment-là ? Toute ma vie a changé parce qu'avant, j'étais très carriériste. Je voulais vraiment faire une grande carrière à la défense et réussir dans le monde du travail. Et après, je me suis dit, en fait, j'ai besoin de temps perso pour m'entraîner. Le corps, il doit être différent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être trop musclé, il faut rester léger sur la moto, il ne faut pas peser trop lourd. Il faut du monde autour, effectivement. C'est un sport où on peut pas être vraiment seul. Et c'est difficile physiquement d'enchaîner toute la journée. Et en plus de s'occuper de toute la logistique, de charger le camion, c'est très physique. Enfin, pour moi, qui suis une femme, et mine de rien, je le ressens parce que j'ai moins de force. Ça, c'est comme ça, j'y peux rien. C'est physique à la fin de la journée. C'est épuisant. Comment elle se passe, votre première course ? Alors, un calvaire, et en même temps, ça a été ma bouée de sauvetage. Moi, j'ai vécu une séparation très compliquée en tout début d'année. Très compliquée parce que relation extrêmement toxique. Donc, ce genre de relation, quand on en sort, c'est très difficile de se reconstruire et de se rappeler de qui on est aussi. Je savais même plus, en fait, si j'aimais la moto. Mon ex-partenaire était très compète. Enfin, il rendait les entraînements. Oui, mais tu te rends compte, tu roules comme une fille, tu vas à 2 à l'heure, c'est pas comme ça que tu vas progresser, faut que tu tombes. Et ça m'aidait pas du tout. Donc, moi, ça m'avait rendu la moto très anxiogène. Et j'avais pour ambition, quand j'étais avec cette personne, de faire une course cette année. Et je me suis dit, OK, il faut pas que tu arrêtes tes objectifs et que tu stoppes tout. Et je me suis dit, OK, je vais faire cette course. Je me suis inscrite, je me suis entraînée et mon mécano est venu. J'aurais jamais pensé d'ailleurs que j'aurais le droit à un mécano du mondial pour une première course, donc j'étais très flattée. J'ai même super bien roulé aux essais. Au qualif, ça a commencé à devenir très dur parce que j'avais très très mal au bras. Et je savais que j'avais le syndrome des loges. Donc le muscle, il vient comprimer les nerfs et comprimer les vaisseaux sanguins, et du coup l'afflux sanguin passe plus dans la main et ça tétanise. Vous aviez ça dans l'avant-bras. Je m'étais dit, en tant que pilote amateur, je peux survivre sans l'opération, je suppose. Mais en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. J'ai fait l'erreur de ma vie parce que les loges, elles ont pété pendant la course. Et quand je suis sortie de mes quelques tours de qualif, j'ai demandé à mon mécano, je lui ai dit, mais je suis comment ? Et tout, il me dit, t'es loin. Donc là, je vois le chrono, je dis, ah non, mais c'est pas possible, je vais pas rouler comme ça. Et donc, je repars. J'ai plus rien à perdre. Je fais un tour lancé, un tour chrono, je sors. Et là, quand je ressors, il me dit, c'est bon, t'as roulé dans les chronos et tout. Et j'étais trop contente parce que franchement, j'avais trop mal. Mais ça avait pas encore pété. Et le lendemain, j'arrive pour la course 1 et je pars. Et au bout de 3 tours, je sens une douleur dans le bras. Je chiale toutes les larmes de mon corps. Et j'arrive, je fais mon podium, je récupère ma coupe, j'enlève ma combi, on regarde et en fait, on voit que j'ai une grosse boule sur l'avant-bras et on sait pas ce que c'est. Et j'envoie une photo à mon kiné et il me dit, ta loge a pété. Ça fait ce qu'on appelle une hernie musculaire, donc le muscle sort. Il a dit, là, faut opérer d'urgence parce que ça peut être très, très grave. Mais vous faites un podium ? Mais je fais un podium. Un podium féminin. Je me dis, OK, pas de problème, j'irai opérer. Et je me prépare pour la course 2. Il fallait juste que je reste sur mes roues et que je prenne sur moi et que je pose mon ego et que je roule. C'est ce que j'ai fait pareil sur la course 2, sauf qu'en arrivant, j'avais tellement plus de force, j'avais tellement plus de sang dans la main que je me suis effondrée. Je suis tombée de la moto, j'ai fait un malaise, je pouvais plus rien faire. Mon mécano, il a ouvert ma visière, il a dit, tu pleures pas, tu montres rien, tu montes sur le podium et on pleure après. D'accord. Mais il avait raison, parce que j'ai été très critiquée. J'ai pris une vague de haine sur cette course. Pourquoi ? Parce que j'ai plus que beaucoup de pilotes, vu que je suis créatrice de contenu à côté, j'ai beaucoup de sponsors, j'ai plus de budget, j'ai plus de possibilités, et les gens, ça les énerve. Ça a commencé à être le festival de la rumeur. Oui, mais vu qu'elle est connue, il retire des secondes sur ses chronos. Oui, mais ce qu'il a voulu faire, c'est me protéger en me disant, montre pas que t'es touché, parce qu'ils l'utiliseront contre toi. Donc il fallait pas dire que vous étiez blessée ? Non. Quand j'ai expliqué que j'ai eu le syndrome des loges et que je me suis fait opérer, j'ai pris pareil une autre vague de haine. Ouais, mais tu mens, tu t'es fait opérer alors que t'as rien, c'est que les pilotes pro qu'on ça. Ça a changé. Enfin, d'un coup, les gens sont devenus mauvais sur les réseaux dès que j'ai commencé la compétition. Et là, ça se calme un peu avec le temps ? Une course que j'ai faite il y a pas si longtemps à l'Ultimate Cup, il y a des mecs qui ont dit, pourvu qu'elle ait plus de frein au bout de la ligne droite et qu'elle meure. Ça s'est passé comme ça parce qu'ils ont mis une affiche avec marqué « Avec la présence exceptionnelle d'Emilia et Sarah Lesito ». Et ça énerve les gens parce que moi, j'ai été invitée par leurs gars, alors qu'eux, ils payent pour y aller, etc. Je comprends, mais
J'ai travaillé pour être là où je suis et c'est comme ça. Enfin, au lieu de me souhaiter de la méchanceté, applique-toi à faire la même chose et tu verras, ça va très bien se passer. C'est ce que je disais. Donc, parce que vous êtes une femme, il faut en montrer plus. Tout le monde m'attendait que moi au tournant. Les autres, je pense qu'ils savent même pas les noms qu'ils ont. Vous seriez une pilote différente si vous n'étiez pas une femme? Vous auriez pas couru cette course? Vous seriez... Je serais libérée d'un poids, en fait. Toute cette vague de « elle a pas sa place », etc., ça a fini par me convaincre qu'ils avaient raison. Et j'ai plus réussi à rouler dans mes performances. Quand je fais faire de la moto ces derniers temps, c'était pour prouver que j'ai ma place, pour prouver que j'ai le droit de faire de la moto, pour prouver que j'ai le droit d'être pilote, que j'ai le droit d'apprendre aussi. Parce que les gens disent « ouais, mais moi je roule plus vite ». Oui, mais toi, mon coco, ça fait 15 ans que tu fais de la moto. Moi, ça fait 3 ans. Laisse-moi un peu de temps. Ils me demandent tellement de prouver que j'ai poussé mes limites, qu'à chaque fois que j'allais rouler, je tombais. J'avais mal, je me déboîtais l'épaule, je repartais. Ils avaient réussi à me mettre en tête que j'avais peut-être pas ma place. Moi, j'ai hésité, en fait, cette année à vendre la moto et à arrêter. À cause des critiques. À cause des critiques, à cause du regard des autres, Je me suis dit, ils ont raison, c'est peut-être pas un sport de femme. J'ai appelé mon père en pleurs, je lui disais, mais pas... Je suis partagée parce que j'adore faire de la moto, mais je supporte plus les regards des gens. Quand moi, je vais faire une journée roulage, les gens, ils se rendent pas compte que derrière, je suis identifiée sur des stories. Moi, j'adore parce que du coup, je vais à la rencontre des gens qui me suivent et je trouve ça génial. Mais je sais que tout le monde me regarde tout le temps, donc j'ai plus la pression. Même sur un entraînement, j'ai la pression. Et avec le temps, on n'arrive pas à se blinder un peu? On est blindé, mais même un gilet pare-balles, il peut pas arrêter toutes les armes. Souhaiter la mort à quelqu'un, moi, je suis pas blindée contre ça. Je peux pas l'entendre. Qu'est-ce que vous estimez que la moto vous a apporté et que la gym vous a apporté? La gym, ça m'a apporté la rigueur. Parce que j'ai commencé jeune, ça m'a apporté une discipline. Et acharnement. Pour apprendre un truc, il faut le répéter plusieurs fois. La moto, ça m'apprend la confiance en moi, le dépassement de moi. Ça m'apprend à être positive. Ok, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais, comment je vais faire mieux? Ça m'apprend le chemin est plus important que le résultat. C'est ça que j'avais pas avant. On a compris, vous courez avec les hommes, mais en plus de ça, vous êtes créatrice de contenu et que de temps en temps, vous devez, en plus de la course, travailler pendant la course sur votre création. C'est ça. Il faut tout le temps que je fasse des vidéos. Il faut tout le temps que je réfléchisse à comment je vais inspirer les jeunes, quel est le message que je vais faire passer. Et je dois toujours faire attention à comment je dis les choses parce qu'en devenant personnalité publique, il faut faire attention à son image, à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Et pendant ce week-end-là, il y a beaucoup de gens qui sont venus me demander des photos, signer des trucs. J'adore faire ça. Et parce que vous marchez très bien, donc sur les réseaux ça sociaux. fonctionne. On va dire que ça marche. Mais du coup, j'adore ça. Quand je suis sortie de mon box, il y avait des drapeaux avec mon logo dans les gradins. Alors ça met une pression de ouf parce que j'étais la seule qui avait un drapeau dans les gradins. Et je me dis, ils sont là. Ma communauté, elle est là quoi qu'il arrive. Finalement, à l'Ultimate, j'ai pas fait les résultats que je voulais parce que mon bras, mais je l'ai fait. J'ai fait une course avec un bras en moins et j'ai pas fini dernière et j'ai pris le départ sous la pluie. C'était super dangereux. Donc tous les mecs m'ont dit que j'avais pas ma place. Je suis sortie de ça et j'ai dit haut et fort, je suis une pilote parce que j'ai risqué ma vie ce jour-là. Et ça fait de moi une pilote, peu importe mon chrono. Quand on regarde le MotoGP, c'est les meilleurs du monde, ils gagnent pas tous. Et les derniers, ils vont se surpasser pour être premiers. Quand on est dernier, c'est très difficile moralement de pas lâcher, de pas rentrer au box. Pourquoi j'abandonne pas la course? Je suis dernière, je vais prendre un tour. Et franchement, il faut beaucoup de courage, je trouve, pour être dernière. Le choix d'être sur les réseaux sociaux, ça vous expose encore plus. On a vu que ça vous faisait quand même souffrir avec les critiques. Pourquoi alors faire ce choix d'être sur les réseaux sociaux? Parce que j'ai une voix qui porte. Je disais, j'adorais Simone Biles parce qu'elle a changé le sport. Vraiment changé la gymnastique. Et pas que la gymnastique. Pour moi, les vrais athlètes, c'est ceux qui changent leur sport. C'est pas ceux qui gagnent. Le meilleur athlète du monde, c'est celui qui va faire évoluer son sport. J'ai du monde qui me suit. Donc, je peux faire porter ma voix. J'ai contacté la Fédé pour le harcèlement qu'on peut vivre sur le paddock en tant que femme. J'ai dit, il faut faire des choses. Il faut mettre en place une boîte mail. Il faut faire en sorte que les femmes, elles puissent avoir un endroit où elles peuvent parler si elles se font harceler. Parce que c'est fréquent dans les paddocks? Je pense que ça l'est. En tout cas, au vu de moi, ce que je prends, je pense que ça l'est. La première fois que je suis allée faire de la moto sur circuit, je suis descendue de la moto, j'ai demandé un conseil à quelqu'un qui roulait vite et il m'a dit la moto, t'es une femme, c'est comme dans la vraie vie, écarte les jambes. J'ai pleuré, je me suis dit qu'est-ce qui se passe? Et justement la personne avec qui j'étais m'a dit je voulais pas t'emmener dans la moto parce que c'est pas un joli monde. Et j'ai dit mais il faut le changer, on va juste dire aux gens qu'il faut se comporter autrement. Et non mais il m'a dit c'est peine perdue. Et moi j'y crois pas à ça. J'ai une voix qui porte, je peux faire changer ce que je peux, en tout cas je le ferai. C'est le message que je passe à mes abonnés. Là par exemple en allant sur une moto moins puissante, c'est ça sert à rien de prendre une moto de 230 chevaux. Travaillons.
Faisons le travail de bosser sur nous, nos failles, nos faiblesses en tant que pilote. Et après, on prend des motos puissantes. Ça reste une passion. Donc, il faut le faire bien et il faut que ce soit des moments agréables. Je disais dans l'introduction que vous avez d'autres casquettes. Donc, vous êtes également mannequin. Vous avez écrit un livre assez inattendu sur les relations sociales et politiques par le biais des vêtements. Et vous êtes également consultante en cybersécurité. C'est pas encore possible de gagner sa vie avec les réseaux sociaux et le pilotage ? Si, mais c'est pas mon choix. Je garde les pieds sur terre et j'oublie pas que ça peut s'arrêter d'un moment à l'autre. Je suis un produit à la mode en ce moment qui peut ne plus l'être après. Je veux pas mettre toutes mes billes là-dedans et surtout pour mon père qui m'a mis à la fac, qui m'a fait faire un master de sciences politiques, je veux un métier solide où il peut dire ma fille elle est consultante dans un cabinet de conseil et pilote. Vous pouvez nous dire 2 mots sur votre activité de consultante en cybersécurité ? En quoi ça consiste ? En fait, moi, j'ai pas du tout un profil technique, donc je suis plutôt manager sur des sujets de gouvernance. Relire des politiques, essayer de trouver des règles qui vont permettre de sécuriser. En gros, le but, c'est d'aller sécuriser les entreprises contre toutes les attaques cyber auxquelles ils pourraient faire face. Et moi, j'interviens là-dessus et j'encadre des plus jeunes profils sur des missions où on va faire tout ce qui est gouvernance cyber. C'est encore un monde un peu masculin aussi, donc ça me permet d'évoluer dans plein de mondes masculins. Quelle est pour vous la définition de la femme inspirante ? C'est une femme authentique, qui peut rester elle-même, donc qui a le droit d'être sensible et qui s'en cache pas. Il y a des femmes qui vous ont inspiré ? Toutes les femmes. Vous avez des objectifs pour 2025 ? J'aimerais faire un road trip en van aménagé, seule, avec ma moto dans la remorque, pour aller m'entraîner en Espagne et lancer une chaîne YouTube autour de ça, parce que seule, à mon avis, il va m'arriver pas mal de galères. 2, changer ma moto pour la moto moins puissante pour pouvoir faire des manches de championnat de France mixte avec cette moto. Et tenter de gagner une wildcard, donc la possibilité de faire une manche du championnat du monde féminin. Quel est le moment le plus fort ou le plus marquant dans votre parcours ? Ma mère a eu une bactérie mangeuse de chair et elle est tombée dans le coma. Et je pense que c'est le moment le plus marquant de mon parcours. Et vous l'avez vécu comment ? Il s'est passé quoi ? Ça tombe du jour au lendemain et on s'imagine pas que c'est possible. Et en même temps, j'ai été impressionnée par ma capacité à gérer ça parce que j'allais à l'hôpital de 8h à 20h pour la soutenir et essayer de lui dire « sors du coma, s'il te plaît ». Et le soir, je disais à mon oncle « on va au resto ». Il dit « comment ça, on va au resto ?» Il faut qu'on compartimente parce que sinon on va devenir fou. Donc ce soir, on va boire un peu de champagne au restaurant. Et il me dit « mais comment tu fais ?» Je dis « je sais pas, mais il faut vraiment que, ok, la journée c'est glauque, mais le soir, on reprend nos vies, la vie est pas finie. » Et ma mère s'en est super bien sortie. Et elle a pas de séquelles à part des greffes et tout, mais elle a pas de problème. Je me suis rendu compte qu'en restant positive, en ayant confiance, ça s'est bien passé. C'est vraiment le moment où j'ai appris que les énergies qu'on dégage changent l'issue des choses. J'en suis archi persuadée depuis ce jour-là. Est-ce que dans tout votre parcours, il y a un moment où vous avez tellement douté que vous avez pensé à renoncer ? Cette année, après les critiques, je me suis dit, j'arrête. Ok, stop. Je ferme mes réseaux, je protège ma santé mentale et j'arrête. Ça a duré 2 jours. Après, j'ai pris un roulage et je suis allée faire de la moto. Votre plus gros échec ? Celui qui m'a mis le plus gros coup, ça a été de redoubler à l'école, parce que j'avais jamais été confrontée à ça. Mais échouer, c'est la meilleure partie du process. Ça nous permet de nous prouver qu'on va s'en sortir, qu'on sait trouver des solutions et que finalement on sait rebondir. Ça permet d'avoir confiance en soi et de se sentir solide en se disant « ok, mais quelle que soit la situation, je saurai m'en sortir ». Donc plus on échoue, plus on se renforce. Et de quoi vous êtes la plus fière ? Je suis très exigeante avec moi-même, donc j'attends longtemps avant d'être fière, mais une fois que c'est fait, souvent je me dis regarde d'où t'en es, j'ai 28 ans, j'ai une super situation professionnelle dans une entreprise archi bienveillante, j'ai un entourage qui est prêt à sacrifier des week-ends entiers pour s'occuper de ma moto pendant mes courses, ma famille qui ferait tout pour que je puisse faire de la moto et pour me soutenir. Je fais un sport d'homme et je le fais avec fierté, et quand on me dit que j'ai pas ma place, je pompe le torse, je monte sur la moto et je roule. En fait, je suis fière du chemin que j'ai parcouru. Avant, je voulais pas me confronter à mes peurs, mes failles, la peur de l'abandon, la peur du rejet, tout ça, parce que je me suis dit, mais de m'être confrontée à ça, ça m'a rendue fière. Parce que je me suis dit, ok, j'accepte que je peux pas être parfaite, j'accepte que j'ai des défauts. On est plus susceptible quand on accepte. Quelqu'un qui dit, oui, mais t'es nulle en moto. Oui, un peu, mais je vais travailler dur, c'est pas grave. Vous avez un mantra qui vous guide au quotidien ? J'en ai plusieurs, mais j'ai sur ma moto une phrase en corse qui dit « Un coup ne suffit pas à faire tomber l'arbre ».
On va retourner à un de mes sujets de prédilection qui est l'automobile. Qu'est-ce qui ne vous quitte jamais quand vous prenez la voiture ? La musique. Quand tu montes dans une voiture et qu'il n'y a pas de radio ou de poste, là, c'est le drame. Quel est votre meilleur souvenir en voiture ? Je pense que c'est quand j'étais petite, avec mes parents, on partait en Espagne en voiture et ils enlevaient les sièges à l'arrière et ils me faisaient un lit. Je pouvais quand même mettre une ceinture. Moi, je partais de chez moi et quand je me réveillais, j'étais dans le sud de l'Espagne. C'était génial. En fait, c'est comme quand les parents, ils te portent du canapé jusqu'au lit, mais là, ils me portaient de la France à l'Espagne. C'était génial. Et à l'inverse, votre pire souvenir en voiture ? Il faut savoir que j'ai crashé beaucoup de voitures parce que j'ai toujours aimé être pilote. Donc, quand j'ai une voiture entre les mains, c'est pour faire des spéciales. C'est pas pour aller chercher une baguette de pain. Donc au volant, vous êtes plutôt zen, stressé, vous chantez, vous écoutez des podcasts ? J'écoute la musique à fond, genre des musiques pas du tout féminines, du skyrock ou des trucs comme ça. Je trouve que c'est une super thérapie. Quand ça allait pas bien, à l'époque, je prenais la voiture, je mettais de la musique la nuit et puis j'allais rouler pendant 40-50 minutes et je rentrais chez moi, l'esprit libéré. Et pour finir, comme le veut la tradition dans Parole de Femme, on part en road trip. Emilia, où est-ce que vous nous emmenez ? Je vous emmène avec moi en janvier, en février, avec mon van aménagé, ma remorque dans laquelle il y aura la moto, et ça sera en plus à suivre sur YouTube. Donc, Et c'est où ? Toute l'Espagne, je pense. Je vais faire les circuits parce que là-bas, il fera encore bon. Yalla, solo, on y va. Au revoir Emilia et un immense merci pour ce moment à 300 à l'heure en moto. Merci. C'était Parole de Femme, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. À chaque épisode, une femme célèbre ou anonyme, une histoire. Ici, elles mènent leur vie comme elles l'entendent et elles assument tout. Elles explorent au quotidien le monde qui les entoure et sont venues partager leurs passions, leurs professions, leurs épreuves. Elles se confient au micro de Clémence de Bernis en toute intimité sur leur accomplissement professionnel, leurs victoires comme leurs doutes. Parole de Femme, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. Skoda.